Bonjour à tous et bienvenue dans ce FIC Talk. Je suis ravi d'ouvrir cette première session 2024. On l'avait fait déjà l'an dernier, donc ça devient une habitude. Je suis Arnaud Dufournel, je suis directeur marketing de The Greenbow. Et aujourd'hui, on va démarrer par un sujet en pleine ébullition, c'est la cryptographie résistant au quantique, post-quantique. Je sais qu'il y a encore quelques sceptiques sur le sujet, c'est pourquoi l'objet de cette présentation sera double. D'une part, vous expliquer pourquoi il faut s'y intéresser dès à présent, et d'autre part, comment la mettre en œuvre, comment démarrer sa transition vers cette nouvelle cryptographie. Alors je sais que vous allez me dire, le thème du salon, c'est l'IA, et vous entendrez sûrement parler d'un rapport de force pendant ces 3 jours entre la machine et l'humain. Pour autant, il y a un autre rapport de force qui s'opère en ce moment entre un ordinateur quantique qui est encore en construction et notre cryptographie actuelle, essentiellement basée sur RSA. Et cet affrontement, il est tout aussi primordial pour la sécurité de nos systèmes d'information. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la course au qubit est lancée. Vous avez peut-être vu récemment la DGA qui va lancer un programme pour construire son ordinateur quantique. Le but de tout ça, on sait que l'ordinateur quantique a des promesses extrêmement importantes en termes de modélisation, mais il y a aussi un côté plus obscur qui est celui de pouvoir casser les algorithmes existants, à commencer par ceux qui sont les plus répandus, donc comme le chiffrement RSA. Alors la résultante de ça, c'est la fin de la confidentialité de nos communications, mais aussi l'authentification des communications. Aujourd'hui, l'ordinateur quantique n'existe pas, mais lorsqu'il sera mis au point, ce seront tous les systèmes de chiffrement actuels qui seront vulnérables. Et ces systèmes-là sont aujourd'hui embarqués dans énormément de systèmes, que ce soit dans votre PKI, pour la signature électronique, pour tous les échanges sur Internet, les transactions, également les VPN, comme ceux de The Greenbow. Donc nos systèmes aujourd'hui sont à risque lorsque cet ordinateur sera mis au point. Mais concrètement, il y a déjà une menace actuelle, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle la menace Harvest Now, Decrypt Later, et c'est une menace qui est finalement assez fréquente lorsqu'un système cryptographique est menacé. Des attaquants commencent déjà à voler les données dans l'espoir de pouvoir les déchiffrer ultérieurement. C'est déjà ce qui se produit sur les infrastructures critiques. C'est bien pour ça que Biden a passé un executive order pour demander à l'ensemble des agences fédérales de basculer vers la cryptographie résistante au quantique. On sait également que sur les infrastructures critiques européennes, ce type d'attaque se déroule déjà. Ce qui est particulièrement visé, ce sont évidemment les data qui ont des durées de vie longues, et il y a déjà un certain nombre de secteurs qui sont aujourd'hui menacés, concernés évidemment la défense et la sécurité. On pense par exemple à la durée de vie d'un missile. Aujourd'hui, c'est 30 ans, donc c'est la durée qu'il vous faut pour protéger toutes les informations sur ce type de système. Mais il y a également d'autres secteurs, l'énergie, on pense évidemment aux centrales nucléaires, tout ce qui est industrie avec la construction automobile, navale, et encore bien d'autres secteurs qui, dès à présent, doivent protéger leurs data parce que dans 10 ans, elles auront encore de la valeur pour un attaquant. Donc ça fait déjà pas mal de secteurs impactés. Et puis pour terminer ce panorama sur la menace, il y a aussi une réalité, c'est que le RSA, il est utilisé maintenant depuis la fin des années 70. Internet commercial était toujours pas là. On se repose sur un système qui aujourd'hui a été largement exploité et répandu partout. Et ça, c'est une menace d'avoir mis finalement tous ces œufs dans le même panier. Ça constitue en soi une menace. Et c'est un système, on ne pourra pas éternellement augmenter la taille des clés. C'est de toute façon un système pour lequel il faut trouver une variation, une alternative. Alors cette alternative, justement, quelle est-elle ? Eh bien, c'est la cryptographie post-quantique résistante au quantique. Et je fais tout de suite un préambule parce que parfois on fait la confusion avec la cryptographie quantique. Ça, il s'agit de quelque chose de totalement différent. Elle repose là sur l'échange de clés symétriques.
généralement par voie fibre optique ou par satellite. Et ça repose sur une particularité de la physique quantique, c'est un échange de photons. Ça n'a rien à voir avec la cryptographie post-quantique que vous pouvez déjà mettre en œuvre tout de suite, alors que la cryptographie quantique nécessite un nouveau réseau. Elle n'est pas du tout d'ailleurs recommandée actuellement par les agences de sécurité. L'ANSSI a fait un papier là-dessus et la NSA aussi, pour différentes raisons, tout simplement parce qu'elle est coûteuse. Il faut changer l'ensemble de l'infrastructure. Elle ne fonctionne pas sur des longues distances. À partir de 1000 km, ça ne fonctionne plus. Elle est coûteuse à maintenir et elle est sujette à attaque par déni de service. Comme la communication est fragile, il suffit de la perturber pour l'empêcher. Donc évidemment, c'est facile à interrompre. Donc les agences de sécurité disent plutôt, à l'unisson d'ailleurs, tournez-vous vers la cryptographie post-quantique parce qu'elle, on peut la mettre en œuvre dès à présent. Et ça, c'est ce que dit à peu près toutes les agences de sécurité à travers le monde. L'ANSSI a fait une mise à jour de son papier de 2022. Mais d'autres agences, comme son équivalent en Allemagne, le BSI, ou au UK, les agences aussi européennes et internationales font toutes des papiers pour expliquer comment on peut mettre en œuvre cette cryptographie. D'autant plus que si vous suivez un petit peu l'actualité, les algorithmes commencent à arriver. Vous savez qu'il y a un concours qui a démarré en 2016, qui est un concours qui a été à l'initiative du NIST pour mobiliser la communauté internationale. Et au bout de 3 rounds, plusieurs algorithmes sont sortis. Aujourd'hui, il y en a même 3 qui sont candidats à la normalisation, à la standardisation. Les standards vont d'ailleurs bientôt être publiés. La conférence du NIST a lieu mi-avril et on verra donc la publication de 3 standards concernant les algorithmes donc Kyber, Dilithium et Sphinx Plus, qui sont pour l'instant les 3 algorithmes retenus par le NIST. D'autres vont arriver, puisque là il y a un petit souci de variété pour l'instant. Ils sont un petit peu tous centrés sur les mêmes problèmes mathématiques. Donc le NIST veut introduire la variation qui va arriver. Il y a d'autres candidats encore à la standardisation. Et puis il y a des challengers aussi. Il y a deux autres algorithmes qui pour l'instant n'ont pas été retenus par le NIST, mais qui vont néanmoins candidater à la normalisation. C'est Frodochem et Classic McElias qui sont 2 autres algorithmes qui aujourd'hui sont parfois préconisés, même par certaines agences. Je sais que l'ANSSI ou le BSI, par exemple, aiment bien Frodochem. Voilà, donc il y a quand même une variété qui arrive. On assiste à une nouvelle génération de cryptographie qui arrive et dont on va avoir en plus maintenant les standards et finalement le mode d'emploi pour déployer ça chez soi. Et ça va continuer puisqu'il y a encore des tours qui arrivent pour alimenter, pour enrichir encore cette famille d'algorithmes et introduire cette variété qu'on n'en avait plus finalement en faisant reposer l'ensemble de notre crypto sur RSA. Alors, maintenant qu'on voit qu'il y a une variété d'algorithmes pour lesquels on commence à avoir une certaine confiance parce qu'ils ont été éprouvés par la communauté internationale, la question qui se pose, c'est comment la mettre en œuvre, évidemment, chez vous. Comment on s'y prend? En sachant que le voyage, ça il faut s'y attendre, déjà va être un voyage assez long. On sait par expérience, on a déjà évidemment vécu des changements de système d'algorithmes. J'en ai 2 en tête, par exemple le MD5 qui a été décommissionné en 2008. On en trouve encore dans les systèmes. Ou du SHA-1 aussi, pareil. C'est en 2011 que je crois le NIST l'a décommissionné et on en trouve encore dans les systèmes. Donc ça prend énormément de temps pour faire cette transition parce qu'il y a une première étape qui est absolument cruciale, qui est déjà de faire l'inventaire. Et c'est ça la tâche qui est la plus compliquée au départ, c'est de répertorier tous les systèmes qui embarquent de la crypto et qu'il va falloir faire évoluer en établissant des priorités. Parce que chacun, évidemment, de ces systèmes n'ont pas la même valeur. On va se poser des questions sur quelles datas sont protégées, quelle est la priorité à les protéger, dans quel ordre on procède. Et la meilleure façon de se donner une idée là-dessus, c'est de procéder à un POC, évidemment, pour commencer à expérimenter et à se poser toutes ces questions-là. Ensuite, il va falloir établir un plan de transition. Évidemment que tout ne peut pas basculer du jour au lendemain. Ça ne peut pas être une opération Big Bang. Ça se planifie, ça se décompose. Et puis, il y a très clairement une conduite de changement à opérer, puisque là, on est sur des nouveaux algorithmes qu'on ne
on va découvrir, que l'on va apprendre à manipuler, des nouveaux certificats également qui s'accompagnent. Et comme ces projets sont longs, c'est toute une conduite du changement évidemment qu'il va falloir opérer dans l'entreprise. Et c'est pas simple puisqu'il y a déjà les difficultés, les attaques du quotidien à gérer. Et il faut déjà se projeter sur des menaces futures. On l'a vu avec l'ordinateur quantique qui finira par arriver. Dans les questions clés à se poser à travers ces POC, ça va être ce qu'on appelle l'hybridation, c'est-à-dire faire coexister les algorithmes existants avec ces nouveaux algorithmes. C'est ce que préconise l'ANSSI, c'est la combinaison des deux. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est pas si simple. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Et c'est à travers l'époque et l'expérimentation qu'on arrive, et qu'il y a des travaux aussi de recherche en cours pour pouvoir opérer cette hybridation. Un autre concept qui est absolument clé, c'est la crypto-agilité. Il va falloir rentrer dans des systèmes où maintenant, il faut être capable de jongler avec ces différents algorithmes. Certains sont plus ou moins adaptés en fonction des cas d'usage. Et puis, sait-on jamais, pour l'instant, ils sont réputés inattaquables, mais on a vu que ça pouvait malgré tout arriver. Et donc, cette agilité est absolument primordiale pour pouvoir jongler. Et si une faille était avérée, pouvoir se retourner vers un autre algorithme. L'interopérabilité est évidemment clé. Les passerelles doivent évoluer, la PKI également. Et tout ça doit avancer de concert pour que vous puissiez mettre en œuvre cette cryptographie. Et puis évidemment, comme je le disais, tout ne va pas se faire de façon Big Bang. Donc il faut évidemment veiller à la rétrocompatibilité, c'est-à-dire à la fois être capable d'opérer vos systèmes actuels avec la crypto du moment et en même temps commencer à mettre en œuvre cette nouvelle cryptographie. Et c'est une course contre la montre, encore une fois, juste pour en dire un mot là-dessus, il y a un mathématicien, Michele Mosca, qui a théorisé ça d'une façon toute bête. En fait, si vous prenez X, c'est la durée de conservation de vos données, la durée de vie de vos données. Y, ça va être le temps pour vous de migrer. Et Z, c'est le temps théorique de mise à disposition d'un ordinateur quantique capable de casser nos systèmes de crypto actuels. Eh bien, si X plus Y est supérieur à Z, eh bien, vous avez un problème. Et ça peut arriver très vite. Je disais tout à l'heure, un missile, c'est 30 ans de durée de vie d'existence. Ça veut dire déjà qu'on est en risque, parce que dans 30 ans, il y a de fortes chances qu'on ait un ordinateur quantique capable d'opérer les algorithmes de Shor ou de Grover. Alors, ce qu'on propose chez The Grimbo, c'est de lancer un POC. Donc, c'est ce que je disais pour pouvoir éprouver tout ça. Ça va vous permettre d'évaluer l'ampleur du projet. C'est ça l'intérêt de faire un POC. Ça va être de mesurer l'impact sur la performance, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Évidemment que ces algorithmes-là ont des clés qui sont plus lourdes. Ça peut rallonger les temps de communication, d'échange de clés. Donc ça se mesure pour voir quel impact et quelle acceptabilité pour les utilisateurs au final. Bien sûr, la montée en compétence sur ces nouveaux algorithmes qu'on découvre et définir votre stratégie de migration, c'est-à-dire par quoi on commence, quelles sont les données clés à migrer et évidemment planifier ça dans le temps. L'avantage de tout ça, c'est de pouvoir mesurer combien de temps ça va vous prendre, anticiper les difficultés et finalement gagner du temps ensuite dans la phase de déploiement. Concrètement, l'époque que vous pouvez réaliser avec The Grimbo, le principe, c'est qu'on va tout simplement déployer un client VPN hybride, donc qui a à la fois la cryptographie actuelle et des algorithmes résistants au quantique. Et puis, on va protéger des communications d'un utilisateur vers votre système d'information. Et puis, donc, dans ce POC, il va y avoir trois choses clés. Déjà de la formation, évidemment, de l'éducation pour vous sensibiliser à toutes ces problématiques-là. Des logiciels, que ce soit à la fois le VPN pour la gateway et les algorithmes aussi que l'on va utiliser. On va s'appuyer sur les algorithmes évidemment recommandés par le NIST en priorité. Et puis de l'accompagnement, du service, évidemment de la formation pour que vous puissiez ensuite être autonome sur la gestion de cette nouvelle cryptographie. Alors évidemment, certains clients ont déjà commencé et vont déjà envisagent de la mise en production et ont besoin d'un produit. Et donc, je vous fais un scoop là ce matin. On lancera d'ici cet été notre premier VPN résistant au quantique, donc embarquant à la fois la crypto actuelle plus des algorithmes, encore une fois ceux validés par le NIST, dans notre client VPN. Pour terminer, en bref, quelques mots sur The Grimbo. Donc, nous sommes un éditeur avec plus de 25 ans d'existence. Notre point de différenciation est essentiellement sur la robustesse de nos clients.
On obtient régulièrement des visas de sécurité sur nos produits de la part de l'ANSSI. Et ce qui fait que la majorité de nos clients sont plutôt dans le secteur de la défense, les grandes entreprises du secteur de la défense et de la sécurité, également des grands organismes publics qui nous confient la protection de leur communication. Et puis un dernier petit mot, vous avez peut-être entendu parler du projet Rescue. Il fait partie du plan 2030. Il y a 5 projets portant sur la cryptographie résistante au quantique. Rescue est l'un de ceux-là, dont la finalité, c'est de concevoir une solution complète de chiffrement post-quantique pour protéger les réseaux, les infrastructures, les communications des grandes entreprises, mais aussi des collectivités et des grandes organisations publiques. Voilà, c'est un consortium qui est l'idée par Thales et dont nous faisons partie, où nous apportons notre savoir-faire d'éditeurs de logiciels, mais aussi de clients VPN. J'en ai terminé avec cette présentation. Évidemment, si vous avez des questions, on peut prolonger les débats sur notre stand. F33, c'est avec plaisir qu'on vous recevra. Je vous souhaite un excellent FIC.